Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, ou plutôt session de thérapie, comme j'ai envie de renommer la chaîne, parce que là c'est de plus en plus catastrophique. Euh, J'aimerais parler des matchs, en fait, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, j'ai passé quelques jours en Allemagne, et après, bon, il y avait le back-to-back, tout ça. Euh, J'aimerais parler des matchs qu'on a fait contre Phoenix, et ensuite le back-to-back Détroit-Milwaukee. Mais voilà, revenir un peu sur la tactique et certains trucs qu'on a vus dernièrement. Mais il y a tellement de choses à dire avec l'actualité dans cette vidéo que j'ai pas envie de faire une vidéo de 45 minutes. Donc on va zapper un peu ça. Et puis j'en ai déjà parlé dans l'article que j'ai publié lundi, le baromètre des Bulls que je publie chaque lundi. Donc on a parlé de ça, on a parlé des performances individuelles des joueurs. On peut... J'aimerais bien revenir sur quelques prestations, notamment exceptionnel match de Caruso contre Phoenix, tant par sa défense sur KD, les contests qu'il a réussi à faire sur Kevin Durant, qui est tellement plus grand que lui. Il a été incroyable pour son apport offensif aussi, avec notamment beaucoup de 3 points et des bonnes attaques du cercle. Euh, J'aimerais bien pouvoir développer un peu plus sur les belles perfs de Ayo Dosunmu et André Drummond contre les Pistons qui ont lancé le comeback de l'équipe dans ce match-là alors qu'on avait très mal débuté. Ou même du match correct de Patrick Williams à Milwaukee de lundi soir après son match absolument cataclysmique de la veille contre Détroit où il prend notamment 0 rebond alors que Ozar Thompson en face en a pris 16 dont 9 dans le premier quart-temps. Mais il y a une actu beaucoup plus importante à développer que les matchs qui, en ce moment, semblent être la dernière chose dont l'équipe a quelque chose à foutre. Donc, on va parler d'autre chose. Mais, mine de rien, le point commun de toutes ces perfs, en fait, il y en a deux. Il y a deux points communs dans toutes ces perfs. Ce sont toutes des perfs individuelles. Il n'y a rien de collectif dans tout ça, hein, mais ça, on est habitué maintenant. Ça fait 2 ans que, ben, voilà, on sait que les Bulls, voilà, on vit et on meurt par la réussite de un ou deux gars chaque soir. Et d'ailleurs, ben, à Milwaukee, malgré quelques bons efforts, on n'a pas pu tenir parce que ben, DeRozan et Lavine ont arrosé comme des porcs. Je ne me rappelle plus des pourcentages au shoot de ces deux-là, mais c'était catastrophique. C'était genre du 8 sur 30, un truc comme ça. Donc voilà. Et le deuxième point commun de toutes ces perfs, c'est qu'elles viennent toutes de remplaçants. Euh, on a un banc, et fort heureusement, qui contribue tous les soirs, qui apporte quelque chose. Tous, ils ont quelque chose, euh, que ce soit par de la défense, par des rebonds pour Drummond, par des points, par un peu de shooting. Mais heureusement, parce que le 5 de départ est juste d'une catastrophe absolue sur le plan collectif. Il y a quand même cette stat qui est sortie il n'y a pas longtemps, de tous les line-up possibles en NBA, les line-up à cinq joueurs, le 5 de départ des Bulls présente les pires stats collectives en termes de production offensive, d'efficacité défensive, et donc le différentiel de points encaissés quand ce 5-là est sur le parquet est juste extraordinairement ridicule. Ridicule. Dans le back-to-back Détroit et ensuite à Milwaukee de dimanche lundi. Donc contre Détroit, on débute par 0 sur 8 au shoot. Et on est à la traîne dès les premières minutes. À un moment, on était mené à 24-12, un truc comme ça, d'entrée. Après, il y a le comeback, mais enfin voilà. À Milwaukee, on débute par 0 sur 8 au shoot, pareil. 1 sur 12, 3 sur 16. Et d'entrée, on est largué. On perd 35-18 le premier quart, un truc comme ça. Et derrière, bah, même si on a fait des efforts et qu'on est repassé devant dans le troisième quart-temps, c'est pas vivable. Et combien de fois, en plus, combien de fois ces dernières années, on l'a dit, qu'on débutait les matchs de manière trop molle, qu'il n'y avait pas d'énergie et que c'était les remplaçants qui insufflaient de l'énergie. Combien de fois on l'a dit ça ces dernières années? Donc ça, c'est un autre problème qui a jamais été réglé et qu'on n'a visiblement pas envie de régler. Et je vais revenir sur ça un petit peu plus tard aussi, parce que Donovan, j'ai autant de prévenir tout de suite, tu vas prendre. Oui. T'es pas le seul, mais tu vas prendre. D'ailleurs, j'ai mon petit ami avec moi, là, hein, ma petite balle anti-stress avec le logo des Bulls. Je pense que je vais encore pas mal m'en servir dans cette vidéo. Bref, donc, ce 5 de départ, il a fait son temps.
ça ne fonctionne pas, on le sait tous, on l'a tous vu, il y a trop de défauts. euh, et en plus, là, ils n'ont même pas envie de régler les problèmes, parce qu'ils s'en foutent complètement de jouer les matchs en ce moment. Donc, il faut du changement. Et enfin, il semblerait que le front office ait vu la lumière, hein. Après tout, ça a pris que 2 ans et demi. Et ils se sont rendus compte que bah, ça n'allait nulle part. Et ils seraient enfin décidés à bouger les choses. Ça aurait été bien de le faire cet été, mais bon. Et donc, c'est ce qui nous amène à ce qu'on a vu hier soir, à savoir ce tweet de Shams qui dit que, euh, en gros, les Bulls et Zach LaVine sont de plus en plus, comment dire, d'accord pour mettre un trade en place. En gros, ils disent que les deux parties envisagent un trade, et c'est là que la différence se fait par rapport aux saisons précédentes où il y avait des rumeurs que Zach LaVine allait partir, hein, pratiquement à chaque période de transfert. On avait le droit à Zach LaVine qui ira à New York, Zach LaVine qui ira à Philadelphie, Zach LaVine nanana. Cette fois-ci, le joueur est d'accord pour partir. Et comment lui en vouloir en fait? Comment lui en vouloir? Déjà, tu vois, depuis le début de saison, on l'a noté, on l'a dit dans plein de vidéos, dans plein d'articles, il en a plein le cul. Il en a marre, il est pas là, il fait pas les efforts, il s'en bat les couilles. Tu le vois, mentalement, il est déjà ailleurs pour lui. Et là, il faut quand même reconnaître un truc à Zach LaVine, c'est qu'il a été d'une patience incroyable. Parce qu'il faut voir ce qu'il s'est bouffé depuis qu'il est arrivé aux Bulls en 2017 quand même. Fred Hoiberg, Jim Boylen, Garpax, un rebuild qui était voué à l'échec dès le départ parce qu'on n'a jamais mis en place les choses qu'il faut pour développer des jeunes. Euh, quand Garpax ont foutu le camp et que Karnišovas et Eversley sont venus, on lui a promis que ça allait être plus ambitieux. Il y a eu quelques moves au début qui ont été faits dans ce sens, mais on s'est rendu compte sur la durée que bah, au final, rien du tout. On lui a vendu du vent plus qu'autre chose. Euh, une seule qualification en playoff en 6 saisons, une seule victoire dans cette série de playoffs, des promesses on va modifier les trucs, on va être compétitif, et puis au final, ça fait 2 ans qu'on garde absolument la même ligne de conduite, et que voilà, on passe un été où tu signes André Drummond et Dragic comme seul recrue, et l'été d'après, tes seuls recrues, c'est Carter et Craig. C'est se foutre de la gueule du monde, et Zach LaVine en a marre qu'on se foute de sa gueule, et tu peux pas lui reprocher. Ça fait 6 ans qu'il bouffe merde après merde après merde après merde de la part des dirigeants, les anciens et les nouveaux, avec des coachs mais dégueulasses avec qui il s'est pris la tête constamment, tous. Donc, au bout d'un moment, il dit, j'en peux plus. Et pour moi, je pense qu'en voyant en plus cet été que rien n'a changé, quelque chose s'est cassé. Là-dedans, il a dit, tu sais quoi, maintenant j'en ai marre. On est à 4 victoires, 7 défaites dans ce début de saison en jouant de manière absolument dégueulasse. Il n'y est pas pour rien. Son début de saison à lui aussi est extrêmement pourri. Euh, et tu peux lire le tweet de Shams en disant que les deux parties considèrent ce trade, c'est que Zach a demandé à partir. Je pense que Zach est allé voir Karnišovas et Varsay leur a dit, bon les gars, maintenant, terminé, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça fait 6 ans que je suis là. J'ai disputé une série de playoffs dans ma carrière. J'ai joué 4 matchs en playoffs. J'ai 27, 28, 29 ans. Je sais même plus quel âge j'ai là. Stop. Il faut maintenant que ça. Et comme il voit que c'est pas au Bulls que ça va arriver, il a dû aller les voir. C'est mon interprétation, hein, après, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Il est allé les voir, il a dit maintenant, terminé. Et si c'est le cas, ben on n'a pas vraiment la main dans les négociations. D'ailleurs, on a rarement eu la main dans les négociations dernièrement, dans n'importe lesquelles que ce soit, hein, que ce soit les prolongations de contrat, que ce soit les trades qu'on a mis en place à droite à gauche. Euh, mais clairement, il ne faut pas s'attendre à un retour exceptionnel. Parce que déjà cet été, il y a plein d'équipes qui ont appelé les Bulls euh, pour se renseigner pour Zach LaVine en disant voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la balance pour récupérer Zach. Et bah, toutes les équipes ont raccroché quand ils ont entendu ce que demandaient les Bulls, en disant non, on va pas donner tout ça, mais vous êtes trop gourmand, nanana. Donc, il ne s'est rien passé. On a gardé notre projet de continuité en gardant tout le monde, en disant on va juste rajouter 2 joueurs et un mec spécialiste du shoot pour faire en sorte qu'on devienne magnifique à 3 points. Bizarrement, ça marche pas. Enfin, bref. Euh, mais maintenant, ce sont les Bulls qui vont devoir appeler ces équipes-là en disant vous voulez Zach LaVine Ouais,
mais clairement pas avec ce que vous disiez cet été. Il va falloir revoir à la baisse, clairement. Parce que si vous voulez vous en débarrasser, maintenant, vous êtes obligé de faire des concessions et des sacrifices. Et donc, les équipes vont jouer sur ça. Donc, déjà, on n'a pas la main dans les négociations. Quand c'est toi qui appelles, t'as pas la main. T'as pas la main. Donc, voilà. Et ça limite un peu le champ des possibles aussi, parce que en termes de retour, tu sais pas encore véritablement ce que les Bulls vont faire. On sait ce qu'on aimerait qu'ils fassent, je vais développer, mais tu ne sais pas ce que eux veulent faire, parce que c'est les dirigeants des Bulls et tu sais jamais trop, quoi. Donc voilà. Est-ce que dans un deal où tu trades Zach LaVine, tu veux récupérer un ou plusieurs joueurs, pas de niveau All-Star ou double All-Star comme Zach LaVine, mais peut-être un peu moins bon, mais qui seraient peut-être plus complémentaires avec le reste de l'effectif. Et à ce moment-là, tu essayes de maintenir une équipe capable de viser, de remonter au classement, jouer les play-in, etc. Avec un groupe plus équilibré que ce 5 de départ qui prend la merde chaque soir, en dégageant Zach LaVine. Ou tu repars en essayant de récupérer des pics de draft, et là tu pars sur un tanking de l'extrême. Si c'est la deuxième option, Zach, ce serait que le premier d'une longue série de mouvements. Parce que si tu décides de tanker en disant ok, ça sert à rien, on fout tout ça en l'air, là, démarre, ça part aussi. Vooch, ça part aussi. Peut-être même Caruso, ça part aussi. Euh, donc, ça peut bouger. Soit on tente de récupérer un ou deux gars qui serait plus complémentaire que Zach LaVine avec le reste de l'équipe, et à ce moment-là, essayer de grimper un peu plus au classement. Mais enfin, c'est juste long terme, ça sert à rien. C'est juste là essayer de sauver ce qu'on peut sauver de cette saison. Mais enfin, c'est déjà une catastrophe. Ou partir sur un tanking qui serait essayer d'avoir une vision plus long terme, développer des jeunes, essayer de mieux drafter, parce que ça aussi, on va y revenir. Mais par contre, ce qui est sûr, alors cette option, moi, me plaît à certaines conditions. C'est-à-dire partir sur un tanking, partir sur un projet plus long terme où tu dis, bon, on va pas beaucoup gagner, mais on va développer des jeunes pour le futur, etc. Moi, je veux bien, mais il y a des conditions. Et première condition, pas de Billy Donovan. Non, non, moi, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, je parlais en début de vidéo de quelques perfs intéressantes des joueurs du banc, de Caruso contre Phoenix, de Ayo Dosunmu qui est excellent, de Drummond, etc. Il y a un joueur dont j'ai pas parlé, un des remplaçants dont j'ai pas parlé, et moi, contrairement à Billy Donovan, je l'ai pas oublié, c'est Jevon Carter. Jevon Carter, il est énormissime. Il est énormissime. Chaque fois qu'il rentre en jeu, il y a un impact énorme. Défend full court comme un taré, il fait des contests, il va piquer la balle, il va switcher, il va faire des aides. Non-stop, non-stop, non-stop. Et balle en main, dès qu'il a le moindre espace, zéro hésitation, il bombarde comme un sac. Il envoie des 3 points dans tous les sens, et en plus, il le fait avec efficacité. Depuis le début de saison, Jevon Carter tourne à pile 50% à 3 points. Il est à 19 sur 38. Et quand tu vois les shoots qu'il prend, c'est quand même très très solide. Donc, il est capable, pas à lui tout seul bien sûr, mais il aide à régler quelques soucis de cette équipe quand même. On est d'accord. Dès qu'il est sur le terrain, ça shoot mieux, il y a plus de rythme. Défensivement, il met le bordel dans ce que veut faire l'équipe adverse, surtout quand il est associé avec Caruso et Craig. Donc, il fait son taf, il est énorme. Et Donovan ne le laisse pas sur le parquet. Il y a quand même un truc qui est hallucinant, c'est que son plus gros temps de jeu depuis le début de la saison, Jevon Carter, c'est 18 minutes. 18 minutes de temps de jeu. Même sur ce back-to-back là, Détroit-Milwaukee, où Caruso n'a pas joué parce qu'il était blessé à un orteil, Carter n'a pas dépassé les 15 minutes de temps de jeu. Qu'est-ce que c'est que ce délire? De quoi on parle là? Pourquoi? Quelle est l'explication logique et rationnelle à ça? Alors d'un côté, Ayo Dosunmu a récupéré les minutes de Caruso et il a été très très bon. Il a super bien joué. Contre Détroit, il a été au top. Contre Milwaukee, un petit peu moins, mais il a quand même été solide. Donc sur ça, ok. Mais de l'autre côté, tu as l'impression que Billy Donovan considère Carter comme le 8e, 9e joueur de l'effectif, quoi. Alors que le mec a signé cet été, c'est
ta principale recrue, parce que c'est presque ta seule recrue, et tu le fais pas jouer, ou très peu, ou clairement pas assez par rapport à ce qu'il montre. Qu'est-ce qui justifie qu'il soit autant limité en termes de minutes? Franchement, surtout quand tu vois un Zach LaVine qui se traîne, qui défend pas, quand tu vois que Kobe a des difficultés au shoot, tu peux lui enlever 2-3 minutes et les filer à Jevon Carter quand même. C'est quand même pas le bout du monde, quoi. Euh, j'ai l'impression qu'entre Donovan et Carter, ça passe pas. Et en fait, on aurait dû s'en rendre compte dès le début. Parce que pourquoi au training camp, tu annonces une concurrence pour le poste de titulaire à la main, mais il n'y a que Kobe White qui est titulaire à la main? Il n'y a aucun match de pré-saison où on a testé Jevon Carter à la main dans le 5 de départ. Donc dès le début, on a filé le rôle à Kobe White. On a annoncé qu'il y avait une concurrence, mais elle n'a jamais existé. On l'a filé à Kobe. Même Ayo, hein, il n'a jamais débuté dans le 5 de départ. Et voilà. Et Carter, d'ailleurs, il y a un truc qui est hallucinant. Euh, le 5, Vooch, Lavine, DeRozan, Craig et Carter n'a pas joué la moindre seconde ensemble. Comment c'est possible? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce putain de délire, Billy? Ce 5, sur le papier, il présente tellement plus de garanties défensives. Enfin, pourquoi on l'essaye même pas? Pourquoi on l'a même pas essayé une seule fois? On a débuté la saison avec Kobe et Patrick Williams autour de Zach Desmarais-Woods dans le 5 de départ. On a déjà sorti Patrick Williams parce qu'il faisait rien du tout. Et on a mis Craig qui est excellent. Excellent. Pourquoi ne pas mettre Carter? Pas forcément dans le 5 de départ, mais avoir à un moment dans le match ces 5-là sur le parquet en même temps. Pourquoi ça n'est pas arrivé une seule minute? Quelle est l'explication? À part, à part que Billy Donovan ne peut pas se saquer Carter, parce que je ne comprends pas comment tu peux le limiter à si peu de minutes, parce qu'il n'est même pas en problème de faute ou quoi. Il y a rien qui justifie que Carter joue aussi peu, à part que Donovan est juste complètement con. Je suis désolé, mais là franchement, j'en ai mais plein le cul. Il y a euh, Drummond, c'est pareil, contre Détroit, dimanche. On se fait défoncer au rebond dans le premier quart-temps. Comme je disais tout à l'heure, Patrick Williams, 0 rebond sur ce match-là. Pendant que Ozar Thompson, le rookie des Pistons, a pris 9 rebonds sur le premier quart-temps à lui tout seul. Et des rebonds offensifs dans tous les sens. Il a fini à 16 rebonds sur le match. Au début du deuxième quart-temps, Drummond fait un taf énorme. Il est sur tous les rebonds, offensifs, défensifs. Il va les chercher. Il fait des box-outs. Il est monstrueux. Et au bout de 4 minutes, il sort. Et c'est ça le problème de Donovan. C'est que peu importe à quel point tu fais des bonnes choses sur le parquet, s'il a décidé que tu seras là que 3-4 minutes, eh ben tu sors. Tu peux faire ce que tu veux. Et ça j'en ai mais marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Donc bref, on a parlé de Donovan. Maintenant, il va falloir parler du front office parce que, voilà, autre condition que j'ai à me dire, ok, on va partir sur un rebuild et ça me va, c'est qu'il va falloir changer des choses là. Parce que quel degré de confiance on peut accorder à Karnišovas et Eversley pour mener cette mission à bien en fait. Faire en sorte que ce rebuild se passe dans les meilleures conditions. Parce qu'on l'a vu en 2017 quand on a tradé Butler pour débuter le rebuild. On le savait tout de suite que ça allait pas se faire, que ça allait pas être, enfin, que c'était voué à l'échec d'entrée. Parce que on n'est pas parti dans cette logique en se disant on a un plan sur le futur, on va construire, on va développer des jeunes, parce qu'on n'a même pas fait venir de staff pour développer les jeunes, parce qu'on a drafté n'importe comment, parce que le trade de Butler, c'est juste, on devait choisir entre Butler et notre bon pote Fred Hoiberg, parce qu'ils pouvaient plus se saquer l'un l'autre, donc du coup on a privilégié notre super pote coach en dégageant Butler. Pourquoi? En espérant tanker pour obtenir à la draft un joueur sur lequel construire? Un mec comme Jimmy Butler? C'est évidemment pas arrivé, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Est-ce qu'on va être capable de le faire cette fois-ci? Moi j'ai des doutes, parce que quand tu vois depuis Karnišovas et Eversley sont arrivés, comment on a drafté Patrick Williams, hein, c'est de pire en pire. Dalen Terry, Julian Phillips, ils jouent absolument pas. On avait pris Simonovic au second tour, le mec il a fait 2 ans à cirer le banc et a juste joué un peu en G-League et là il est retourné en Europe. La gestion des autres, la Kerry Jones Jr., MVP de la G-League, on lui propose rien et on le dégage.
Javon Freeman Liberty qui fracasse tout en Summer League. Il n'y avait pas moyen de lui laisser un spot dans le roster? Parce qu'en plus, là, on a un spot dispo dans le roster. On n'a que 14 joueurs sous contrat. Euh, Vu qu'on a viré Carlik Jones Jr. juste avant la saison. Il n'y avait pas moyen de faire ça cet été et de filer un spot à Freeman Liberty qui avait été monstrueux? Non? Ça, c'était pas faisable. Le mec, il est parti en tout à Toronto. Parce qu'on n'a pas été foutu de le garder. Non. Donc voilà. Il y a énormément d'erreurs qui s'accumulent dans le bilan qu'il faudra faire un jour de Karnišovas et Eversley. C'est de plus en plus ridicule. C'est de plus en plus ridicule. Donc je leur fais pas une confiance totale pour réussir le rebuild. Parce que voilà, on draft de manière absolument dégueulasse. Euh, Terry, on sait toujours pas ce qu'il vaut. Enfin, en tout cas, pas grand chose. Phillips, ça a l'air d'être un peu mieux, mais il joue quand Phillips? Il joue 2 minutes dans les garbage time, donc c'est pas comme ça qu'on va se rendre compte de son potentiel. Donc voilà. Quelques petites infos aussi pour finir, parce que là on a déjà plus de 20 minutes de vidéo et il y a encore des trucs à dire. Si les Bulls veulent récupérer des joueurs, en plus de pick, via un trade de Zach LaVine, en fonction des joueurs, déjà il va falloir attendre la mi-décembre, parce que si c'est des joueurs qui ont signé cet été en tant que free agent dans une franchise ou qui ont été tradés cet été, ils ne sont pas éligibles pour être tradés avant le 15 décembre. Donc, ça, voilà, parce que de toute façon, là on est, maintenant on est le 15 novembre, il y a une rumeur qui s'intensifie comme quoi Zach devrait partir. Ça va pas se faire ce soir, ça va pas se faire demain, ça va pas se faire après-demain, ça va prendre du temps. Les négociations, on sait comment ça dure, etc. Ce sera peut-être fait dans 2 semaines, mais ça va pas se faire là le 17, le 18 ou le 19 novembre. Donc peut-être que voilà, ça ira jusqu'au 15 décembre et il y aura des joueurs qui deviendront éligibles pour être tradés et que du coup, ce sera plus facile de mettre des trades en place pour ça. Il faut aussi voir les salaires des gars qu'on va récupérer parce que les Bulls sont juste en dessous de la limite pour ne pas payer la taxe. On sait à quel point l'oncle Picsou ne veut absolument pas payer cette taxe. Déjà qu'il ne la paye pas pour que l'équipe soit compétitive. Alors si c'est pour tanker, c'est encore moins, c'est encore plus hors de question. Donc voilà, il faut voir les joueurs qu'on a en retour. Si les salaires cumulés sont supérieurs à ce que Zach LaVine touche, euh, ça peut être un problème. Ceci étant, comme on l'a déjà dit, si Zach est tradé et qu'on part sur un rebuild, on va également trader Demar, Vucevic, etc. Et à ce moment-là, dans les autres deals, il y a moyen d'équilibrer les salaires pour faire en sorte qu'on ne paye toujours pas la taxe. Parce que c'est évidemment la priorité de l'oncle Picsou. Et puis, on a appris un truc aussi, enfin, on savait, mais on s'en est surtout souvenu là, cette nuit. Dans le contrat de Zach LaVine, il y a une clause qui fait que s'il est tradé, il y a un trade kicker de 15%, donc son salaire augmente de 15%, et c'est les Bulls qui le payent. C'est les Bulls qui payent ces 15% supplémentaires. Non mais c'est infernal, c'est infernal, c'est infernal, c'est infernal. Donc ça c'est encore une fabuleuse décision de la part de notre front office, hein, qui déjà a flingué notre capital draft sur les prochaines années pour construire cette équipe qui au final a gagné un match de playoff. Euh, pour rappel, notre pick 2025 au premier tour, il a de grandes chances de partir aux Spurs parce qu'il est protégé top 10. Euh, un pick qu'on leur a envoyé dans le deal de DeRozan qui vraisemblablement ne sera plus là d'ici là. Donc quand même. Mais enfin, en même temps, on parle d'un front office qui a décidé de maintenir la même équipe depuis 2 ans et qui, enfin voilà, a juste fait a mis des pansements sur des jambes de bois en disant oh ça va aller mieux. Et puis au bout de 11 matchs, ils se disent ah bah en fait non, il va falloir tout péter. Donc, on aurait pu le faire cet été, on aurait pu le faire en février, on aurait pu le faire l'été d'avant. Non, non, on a juste gagné du temps, on a vendu des maillots de Lavine, de DeRozan, tout ça. On a vendu des tickets au United Center, donc tout va bien. Mais là c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Là, euh, les erreurs continuent de s'accumuler au niveau du front office, même le choix du coach, hein, parce que Donovan, voilà. Hein. Donc le choix du coach, les choix de draft, prolonger des joueurs pour un projet dont on sait qu'il est voué à l'échec et 11 matchs plus tard dire bon bah voilà on va tout dégager. Ah c'est beau d'être fan des Bulls putain. Quelle franchise magnifiquement gérée, quel régal à chaque fois, c'est extraordinaire. Bref.
J'espère que cette session de thérapie vous a fait autant de bien qu'à moi, parce que moi, il fallait que ça sorte, là, tu vois, et pourtant, tu vois, j'ai pas gueulé plus que ça, je me suis pas énervé, mais bon, ça dort à côté, donc c'est pas trop faire un bruit quand même. Mais ça soulage quand même, donc voilà, j'espère que vous aussi, ça vous fait du bien. Et allez-y, lâchez-vous hein, dans les commentaires. Déjà, là, cette nuit, ça a pas mal envoyé, ça a beaucoup réagi avec les rumeurs de trad de Zach, donc continuez comme ça, lâchez-vous, et puis voilà, on va se soutenir tous ensemble jusqu'au jour peut-être un jour où ça ira mieux, hein, où on vivra des jours meilleurs et on sera là pour en profiter. Espérons-le, parce que bon, hein, je veux bien essayer de vivre le plus longtemps possible, mais enfin, il y a des limites à tout. Donc bref, ah oui, normalement on joue au basket ce soir, on reçoit Orlando, donc on va voir ce que ça va donner encore cette histoire, quel degré de motivation on va aborder ce match, et puis on fera un débrief demain ou après-demain de ça. Et après, il y a back-to-back, encore Orlando et Miami, donc c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. En ce moment, c'est bien. Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu de basket dans la prochaine vidéo. Je dis bien essayer, parce qu'il faudrait qu'on en voit déjà pour en parler. Et puis voilà, donc d'ici là, ben, portez-vous bien, lâchez-vous, hein, parce que des fois ça fait du bien aussi d'extérioriser tout ça. Faut pas y contenir, hein, faut que ça sorte quand même. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.